Merci, merci cher Olivier pour cet exposé très vivant, là aussi, tout à fait dans les temps, et qui, je trouve, permettrait d'avoir, je pense, un dialogue assez fructueux entre vous deux, entre Jean-Pierre Changeux et toi-même, Olivier Houdet. Et il y a là vraiment je crois, des points communs. Et je trouve intéressant que Valérie se trouve au confluent de ces deux visions. Une plutôt du côté de la neurochimie, me semble-t-il, et l'autre plutôt du côté un peu plus méta, au niveau de l'imagerie cérébrale dans la représentation des actes sensorimoteurs. J'ai remarqué aussi cette utilisation du thème sensorimoteur qui était dans le titre d'Atsuo. Donc, Atsuo, si tu veux nous rejoindre pour poser des questions, tu es le bienvenu également. Voilà. Donc, alors, je peux déjà vous demander si vous avez des questions l'un à l'autre. Moi, j'ai fait juste une question, parce que dans les deux cas, alors je ne sais pas si c'est des questions, il y a un rapport avec Valérie, mais ça je vous le dirai ensuite, me semble-t-il. Enfin, dans les deux cas, j'ai vu apparaître, et je parle en tant que néophyte, les neurones avec axones longs. Et l'un, alors Jean-Pierre, vous disiez, c'est le support de la conscience, et toi, Olivier, tu disais, c'est le support de l'inhibition. Ça permet l'inhibition. Alors, ça peut être le support de la conscience. Moi, c'est le rapport. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que, comment vous... Je vois l'un inclut l'autre. Dire que il y a l'espace conscient que nous essayons de définir comme un espace physique qui est commun à l'ensemble du cerveau. Et au sein de cet espace conscient, évidemment, il existe des spécialisations. Et si l'inhibition est volontaire, en quelque sorte, à ce moment-là, il y a de bonnes raisons de proposer, comme tu le fais, que certains axones longs puissent contribuer, de l'espace conscient puissent contribuer à l'inhibition. Pour moi, il n'y a pas de contradiction. C'est vrai que nous discutons très régulièrement avec Jean-Pierre, donc ça ne sera pas facile de trouver entre nous une contradiction, même si on a des débats, mais on les a déjà résolus. Ce que je veux dire, donc tout ce qui vient d'être dit, c'est lié aux émotions contrefactuelles dont je parlais. La conscience ne vient pas d'elle-même, donc il faut soit... On se rend compte qu'on a fait une erreur, une bêtise, on se corrige, mais ça c'est le meilleur des cas, et ce n'est pas si fréquent que cela, on le sait. Soit ça vient de l'interaction sociale, du pédagogue, du parent, et alors, par des émotions, s'instille cette conscience. Le doute. Ah, je commence à douter, donc c'est une prise de conscience. Je regrette, j'anticipe mon regret, je suis curieux. Si on est curieux de se connaître la vie de quelqu'un d'autre, on a quand même une conscience qui est collective à ce moment-là, qui est sociale. Et donc ça, c'est tout à fait clair. C'est ce qu'on appelle aussi la métacognition, c'est-à-dire réfléchir sur soi-même, sur ses propres processus cognitifs. Et les coffrets pédagogiques que j'évoquais à la fin sont des coffrets métacognitifs pour entraîner l'enfant à réfléchir à ses réponses spontanées, aussi le professeur par la même occasion, et à déclencher l'effort cognitif qui nécessite d'inhiber. Rien n'est plus difficile pour l'humain que de s'inhiber lui-même, que d'inhiber son propre cerveau. C'est pourquoi cette inhibition, cet effort volontaire est extrêmement important. Mais par raisonnement pédagogique, je me suis toujours dit que si la pédagogie entraînait bien, et très tôt, pourquoi on a mis en place ces outils pédagogiques qui sont commercialisés, cette inhibition devait devenir de plus en plus rapide, comme le voulait Valérie, rapide ou rien. Et on faisait donc l'hypothèse que cette inhibition elle-même, de contrôler, pouvait devenir automatique et inconsciente. Ce qu'on appelle, dans la littérature, l'automatisation de la métacognition. C'est deux notions qui n'avaient jamais été rapprochées, puisque la métacognition, c'était précisément l'inverse de l'automatisation. On réfléchissait sur soi, on s'arrêtait. Et avec une thèse de doctorat, ici même, d'un étudiant neurobiologiste, d'ailleurs, qui a fait un stage chez Prochamp, qui a fait sa thèse sous ma direction, on a étudié cette inhibition inconsciente, avec des dispositifs expérimentaux extrêmement fins, qu'on appelle de perception subliminale, où les individus étaient amenés inconsciemment, donc en dessous du seuil de la conscience, à réaliser une inhibition par un dispositif expérimental qu'on avait construit, mais sans en avoir aucunement conscience, ce que l'on vérifiait. Mais cette inhibition inconsciente avait un impact, un effet sur leur comportement après dans le domaine de la conscience. Ce qui nous a
rassuré, mais il fallait le démontrer, ça n'avait jamais été fait, cette inhibition inconsciente, parce que tout le monde parlait d'inhibition plus cognitive, volontaire. Ça veut dire, dans mon esprit, que ça doit être le but de la pédagogie. Et que c'est parce qu'on a été aussi peu entraîné à l'inhibition à l'école, parce que dans le monde de l'éducation, contrairement à la physiologie, on a une vision négative de l'inhibition. Il ne faut surtout pas inhiber. L'enfant inhibé n'est pas créatif, l'inhibition sociale, alors que c'est la clé de l'intelligence, mais pour cette raison, ça n'a pas été perçu. Mais si on entraîne vraiment beaucoup l'enfant, l'adolescent, par exemple dans le métavers ou dans le monde réel, à cette inhibition, elle peut devenir automatique et inconsciente. Donc c'est au-delà de l'inhibition volontaire. L'effet de la pédagogie peut la rendre inconsciente. Et heureusement qu'elle l'est, puisque vous savez que si je fais ce geste, celui-là, par exemple, j'aurais pu en faire des milliers, peut-être des centaines de milliers d'autres. Mais inconsciemment, j'en ai très rapidement inhibé des tas d'autres. Et ça s'observe dans le cerveau, c'est qu'il y a plein de combinaisons, ce que Jean-Pierre Changeux a très bien écrit comme la génération aléatoire, mais qui n'est pas que aléatoire, qui dépend aussi des expériences antérieures dans l'environnement, d'où viennent les automatismes. Eh bien, avant même d'avoir répondu, on a, ou on devrait avoir inhibé inconsciemment un tas de choses. Et le but, c'est dans le monde d'aujourd'hui où ça n'est pas fait, surtout dans le multivers où il y a plein de biais cognitifs, le but, c'est d'entraîner l'inhibition consciemment, explicitement, puisqu'il faut cette étape de prise de conscience, afin qu'elle devienne automatique, ce dont peut-être Valérie était capable, vu son intelligence fulgurante. Avant de redonner la parole à Jean-Pierre, et pour redonner la parole à Valérie également, il y a un terme aussi, une notion valérienne qui n'a pas été employée ici, mais je pense qu'elle fera tilt, c'est qu'elle permet de réconcilier inhibition et conscience, c'est le terme d'attention. L'attention, c'est précisément, pour Valérie, ce qui va arrêter le flux de conscience permanent, ce qu'il appelle la self-variance, et par l'attention, on va arrêter cette production permanente d'images, écarter, donc inhiber au bout du compte cela, et choisir une image, une donnée particulière de la sensibilité et faire porter la conscience là-dessus. Donc là, l'attention, c'est une sorte d'image de la conscience qui fonctionne à partir de l'inhibition. Je suis navré d'ailleurs de ne pas avoir développé plus le schéma du Global Neuronal Workspace, où l'attention est évidemment inclue. Et évidemment joue un rôle fondamental. Je pense que une des conséquences de l'accès à l'éveil, c'est précisément chez n'importe qui s'éveille, son attention se fixe sur quelque chose. Il n'y a pas d'éveil sans recherche de contact avec le monde extérieur qui est sous la commande de l'attention. Alors maintenant, l'attention a des mécanismes qui lui sont propres, excitateurs et inhibiteurs, et à certains égards, elle joue un rôle critique. Peut-être un mot à propos de excitation et inhibition. Je pense que le réseau nerveux, je vous ai montré ça très très rapidement avec ma deuxième diapositive sur le cerveau. Il y a des neurotransmetteurs excitateurs et il y a des neurotransmetteurs inhibiteurs. Donc, il existe dans les réseaux du système nerveux une proportion très significative de neurones inhibiteurs comparés aux neurones excitateurs. Donc, ils jouent un rôle critique dans toutes les opérations. À titre d'exemple, nous avons fait un modèle qui est récemment publié dans PNAS, où on demande à cette architecture, comme j'ai pu vous en montrer, de neurones artificiels hiérarchisés, d'accéder à une tâche consciente, et comparée à la même tâche non consciente. S'il n'y a pas de neurones inhibiteurs, ça ne marche pas. Donc, les neurones inhibiteurs contribue à une modulation du réseau nerveux en général, qui est évidemment tout à fait critique et qui permet, entre autres, des contrastes locaux et pas simplement des actions à longue distance comme celles qui ont été mentionnées, qui sont très importantes, mais aussi contribuent à la dynamique même des réseaux de neurones. Enfin, ça, c'est
vieille idée auquel beaucoup d'entre nous sommes très sensibles. Et je pense que c'est une des grandes qualités de notre ami Oudé d'avoir mis en application une inhibition plus générale dans le comportement global. Parce que là, ça reste quand même un domaine en cours, si j'ose dire les choses. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas... Alors, quand même, un mot que j'aimerais pouvoir discuter, c'est... bon, il y a sensibilité, où j'ai été très rapide, mais qui montre que ce n'est pas simplement la perception, mais pour moi, c'est l'accès à la conscience. Bon, et donc, à cet ensemble de fonctions supérieures du cerveau. Et alors, ensuite, il y a l'implexité. Alors ça, pour moi, ça me paraît simplement couvrir une ignorance que Valérie a des fonctions supérieures du cerveau et, au fond, une sorte de prudence aussi, hein, en ce sens qu'il ne va pas s'aventurer dans ces fonctions qui sont, à l'époque, même encore maintenant, en train d'être étudiées et en train d'être disséquées, si je comprends bien. Il les regroupe, et en les regroupant, évidemment, contrairement à ce qui a pu être dit, cela n'implique aucune métaphysique, aucune immatérialité, aucun aspect transcendantal, mais bien des bases neurobiologiques qui, à l'époque, sont inconnues et qui, encore une fois, ne sont pas inconnaissables. Mais ça, c'est une interprétation personnelle. Alors, peut-être que Atsuo pourra dire quelque chose. Enfin, je sais qu'Olivier veut dire quelque chose sur l'attention, mais peut-être sur l'implex encore juste un petit mot. Et je pense que Atsuo pourra compléter et peut-être dire aussi autre chose. Ça marche. Oui, ça marche. Pour l'implex, il me semble que c'est l'idée pour Valérie que tout n'est pas possible à chaque instant pour un individu donné. Il y a seulement un ensemble limité de réactions possibles. Et cette notion d'implex, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de possibilités dans la sensibilité de réactions. De la même manière, comme l'exemple qui était donné, je crois que c'est Atsuo, à savoir, et qui est dans Valérie, dans le cours de poétique, à savoir, le muscle peut être soit long ou court, ou le commutateur ouvert ou fermé. L'implex se situe, alors dans l'esprit, dans une plus grande multidimensionnalité, il y a un beaucoup plus grand nombre d'entités, mais c'est en nombre limité pour chaque individu à chaque instant. Si je comprends bien, c'est une distribution des fonctions au sein d'un système plus complexe. C'est bien ça que vous voulez dire. C'est bien ça que je comprends de ce que vous dites sur l'implex. C'est-à-dire personne ne va défendre que tout le cerveau est actif à la fois. Enfin, ça, c'est évidemment... les gens vous disent, quand vous parlez, combien de neurones vous utilisez. Et bon, c'est absurde de penser dans ces termes. Mais donc... moi, votre réaction m'intéresse beaucoup. Non, bah, je ne peux pas parler en tant que scientifique, évidemment. Je suis simple littéraire et un peu philosophe. Donc, voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est d'abord cet darwinisme artistique qui se trouve dans le cours de poétique de Valérie. Et puis, carte sensorimotrice, c'est vraiment une image d'action que j'ai parlé. Donc, voilà. Mais ce qui m'intéresse, parce que je suis tout à fait matérialiste, athée même, et je ne veux pas supposer une âme quelque part, une idée platonicienne, mais donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en tant qu'être humain, on ne peut pas vivre dans la dimension purement matérialiste. Parce que si je bats quelqu'un est mis en colère, n'est-ce pas? C'est parce que ce n'est pas une action purement physique, c'est une action morale.
Et ça existe toujours. Et non, c'est pas critique de la science naturelle, mais c'est simplement nous vivons comme ça. Il y a toujours une dimension fiduciaire ou fictionnelle. Et voilà. Non, c'est une réaction littéraire. Attendez, je vous redonne la parole, je vous interromps un peu, mais soyons d'accord entre nous, et je pense que nous le sommes. Oui. C'est une chose que j'aurais dû dire à un moment, mais enfin, décrire le cerveau en 20 minutes, c'est un peu rapide. Mais notre cerveau est un cerveau social. Oui. Ça, c'est la première des choses à dire. Notre cerveau n'est pas simplement ceux des individus qu'on met dans une caméra à positron. Il y a une dimension sociale dans la construction même de notre cerveau. Et pour suivre certains philosophes comme Kropotkin, je ne sais pas si vous connaissez, à la fin du XIXe siècle, l'homme a été sélectionné, Homo sapiens, comme espèce sociale, capable de coopération. Donc, si vous voulez, la morale et ce que lui appelle l'éthique ou l'entraide, puisque c'est à ça que vous faites mention, fait partie d'une réalité biologique dans l'organisation de notre cerveau. C'est pour ça que je persiste à maintenir que ce qu'il appelle un plex, qui inclut justement un aspect éthique, à mon avis, pour moi, disons que ça me pose problème parce que je voudrais pouvoir l'analyser plus facilement en tant que neurobiologiste, mais il ne me pose aucun problème métaphysique. Aucun. Je vais donner la parole à Olivier, puis on va vite à peu près s'arrêter, parce qu'il faudra fermer la salle de toute façon, mais je pense que l'implex, c'est une réponse aussi, et c'est un concept parallèle à celui d'inconscient, au bout du compte. C'est l'idée qu'il y a des choses qui sont possibles dans l'esprit, qui ne viennent pas toujours à la conscience, qui ne viennent pas toujours à la sensibilité, et c'est un peu un équivalent chez Valéry, mais Valéry réfute le terme de subconscient et d'inconscient parce qu'il ne veut pas en faire une sorte d'entité. Et Valéry propose plutôt d'en faire quelque chose, une potentialité de réaction, plutôt que de dire ce serait un petit personnage, un homonculus, pas dans le sens qui a été employé ici, mais un homoncule qui serait le petit homme inconscient qui serait en chacun de nous. Ça, Valéry récuse totalement ça. Et c'est c'est une manière d'avoir cette idée d'inconscient, mais pas sous la forme de l'homoncule. Moi, j'utilise le terme non-conscient. Et c'est justement moins engagé que inconscient. Deux mots pour l'attention, oui, bien sûr, mais une diversité de processus d'attention qui sont aujourd'hui étudiés très finement. Le contrôle inhibiteur dont j'ai parlé, c'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Parce que vous avez aussi une attention qui est simplement l'éveil. On le sait en classe, un élève peut être attentif, mais tomber quand même dans le panneau d'un biais cognitif. Donc cette attention-là ne suffit pas. Il faut une attention sélective qui nécessite ces mécanismes inhibiteurs et activateurs. Et pour le débat juste un instant sur le cerveau social, moi aussi j'ai été condamné à être rapide. Les deux images que je vous ai présentées du cerveau qui changeaient complètement ses activations neuronales selon qu'il est ou non inhibé d'un biais cognitif et trouver la solution logique, entre les deux images, hors caméra, il y a une interaction sociale entre un professeur et un élève que l'on paramètre au mot près, puisque c'est de la psychologie expérimentale. Et dans la condition contrôle, il y a aussi une autre interaction sociale, mais où on n'implémente pas le mécanisme inhibiteur uniquement en termes de logique, d'activation de la bonne ou de la mauvaise réponse. Donc ces images, il y a deux façons de faire des neurosciences. Vous pouvez en effet avoir de multiples images d'individus différents à des moments différents dans des tâches différentes. Moi, ce qui m'intéressait comme psychologue du développement, c'est d'avoir les images du cerveau du même enfant à des moments différents dans la même tâche. Et là, vous cernez la microgenèse, une microévolution qui s'emboîte parfaitement avec tout ce qu'a dit Jean-Pierre Changeux, microgenèse, ontogenèse, phylogénèse. Mais le psychologue est condamné à travailler sur des microgenèses. C'est ce qu'on voit au moment même. Mais si vous testez l'impact d'une interaction sociale entre deux imageries cérébrales, vous pouvez intégrer non pas tout, mais des dimensions réellement culturelles, sociales, liées à la situation et qui déclenchent ou non des réseaux neuronaux dans le cerveau. Et la pédagogie est évidemment éminemment sociale.
je pense que voilà, vous voyez, c'est une table ronde qui est en cours et qui pourrait encore s'étendre beaucoup. J'ai eu un mot voilà, qui nous invite à clore maintenant les débats. Donc je voudrais dire juste 2 mots, hein, simplement. Je vais me mettre ici au niveau. Et donc vous pouvez rester ici. Hein, ça va prendre 2 minutes. Donc bon, alors c'est vrai, nous arrivons à la fin de ces 2 jours et demi en fait de réflexion et sur très multifactoriel, très multidimensionnel sur Valéry, où on a essayé de trouver les résonances que ce cours de poétique donné ici pendant 8 années par Paul Valéry a pu évoquer chez ses contemporains, chez ses collègues du collège de l'époque contemporain et jusqu'à aujourd'hui. On a essayé de voir comment tout cela pouvait résonner aujourd'hui, et les lectures que nous pouvons maintenant donner de ce travail et effectué par Valéry. Et moi, personnellement, en tant qu'éditeur du cours avec mon équipe, pour moi, c'est une joie indicible de pouvoir enfin voir les premières réactions d'intellectuels, de savants à l'égard de ce cours qui est donné pour la première fois au public. Et donc maintenant, c'est le lieu, voilà, c'est la vocation de cette publication, c'est d'être encore lu, commenté, et de germer, et d'enfanter, et de féconder d'autres esprits, et ensuite d'autres commentaires et d'autres réflexions qui prendront d'autres directions. Et donc voilà, nous sommes au début d'un travail, au bout du compte, hein, et c'est cela que signifie ce colloque, qui n'est pas un point d'aboutissement de cette année Valéry, mais en fait un point de départ vers d'autres lectures et d'autres qui viendront. Et puis il y aura bien sûr les actes même de ce colloque, que nous avons bien l'intention, avec Mathilde Manara, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui pour des raisons professionnelles, nous avons bien l'intention de publier ce cours, et donc nous vous contactons, ces actes, et donc nous vous contacterons pour rendre des textes, disons en septembre, pour une publication que nous espérons assez rapide et qui, je pense, fera date dans l'histoire de la réception valérienne. Voilà. Je voudrais terminer simplement d'abord en remerciant tout le public, hein, qui est venu nombreux pendant ces 2 journées et demie, alors qu'il y avait énormément de colloques en même temps au Collège de France. Mais voilà, il y a des fidèles et d'autres qui sont venus participer, poser des questions. Remercier bien sûr tous les invités, les intervenants venus parfois de très loin, ceux qui n'étaient pas invités mais qui sont venus, valériens, le nombre de places était limité, je voulais donner la parole à plein de gens qui n'avaient jamais parlé, etc. Donc voilà, il y a plein de valériens de l'équipe Valéry, je peux les nommer, David Edouard Elder, Christina Fogel, qui sont là, enfin qui sont venus et qui ont animé les débats, et dont la présence était vraiment importante, à la famille Valéry qui a été très présente, Martine, Antoine, Alexandre, et c'est vraiment très important. Et puis je voudrais remercier Mathilde Manara, bien sûr, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui a été vraiment une pièce absolument motrice, hein, dans l'organisation de ce colloque, et qui jouera un rôle très important aussi dans l'édition des actes, et qui a été vraiment formidable. Je pense que vous l'avez tous pu en juger hier, hein, par ses interventions et par sa présence très chaleureuse et très fine. Et puis je voudrais remercier tous les autres qui ont permis à ce colloque d'exister. Je pense en particulier à Marion Errand, gestionnaire, Cyril Rouanet, mon assistant, et grâce à elle, grâce à eux, grâce à lui, et il y a vraiment eu ce colloque a pu exister matériellement, physiquement, parce qu'il faut aussi une base matérielle à la pensée, et c'est un peu cela, hein, on est d'accord, on est dans le matérialisme. Et puis bien sûr, tout le personnel du collège de manière générale, et en particulier les régisseurs qui ont eu fort à faire, hein. On a suscité avec la présentation de Grégoire Le Prince-Ringuet, avec le film, avec tous ces colloques qui ont lieu en même temps, ils étaient très sollicités, et tout s'est déroulé, je crois, parfaitement, et aussi la vidéo aussi qui s'est très bien passée. Merci à toutes et à tous, et donc voilà, merci d'être venus, et continuons la réflexion et la lecture de Valéry du cours de poétique, et continuons à écrire et à penser dessus. Merci.